Sur les traces du vivant. Un podcast du Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anne-Laure Ganac. Sur les traces. Sur les traces. Sur les traces du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Où ça commence? Où ça finit? Je poursuis mon enquête sur les traces du vivant en me rendant dans les laboratoires de chercheuses, chercheurs, scientifiques à l'EPFL et ailleurs. Aujourd'hui, je me rends dans le laboratoire de Hauke Hirschpert. Il est professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il dirige le BioRob Lab. Qu'est-ce que c'est que le BioRob Lab? Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Nous sommes intéressés par tout ce qui est relié à la locomotion, donc dans le monde animal. Donc d'un côté, on aimerait utiliser des robots comme outils scientifiques pour mieux comprendre le monde animal, et d'un autre côté, on aimerait s'inspirer du monde animal pour faire de nouveaux types de robots qui puissent se déplacer dans des environnements compliqués, comme dans l'eau ou faire des transitions de l'eau à la marche, par exemple. Sur les traces. Et quelle est, à partir de ce point de vue-là, votre définition du vivant, Hauke Hirschpert? Pour moi, le vivant, c'est beaucoup relié au mouvement. Donc, quelque chose qui bouge, qui arrive à s'adapter à son environnement. Je suis fasciné par le monde des animaux j'aime bien les plantes aussi, mais donc surtout le monde animal. Donc là, le mouvement est vraiment crucial. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait la différence entre le monde animal et le monde des plantes, c'est la locomotion. C'est vraiment ce qui a fait que des neurones ont apparu et ont évolué. C'est pour permettre la locomotion. Après, d'autres aspects, c'est la reproduction, la survie et tout ça, mais l'aspect qui me fascine, moi, c'est la locomotion. En tout cas, plus je travaille en robotique, plus je suis fasciné par le monde du vivant. En fait, plus je suis admiratif. Je deviens très humble quand on voit qu'un animal se déplace si bien et qu'il arrive à s'adapter à toutes sortes de conditions. Même, par exemple, s'il est un peu blessé, un animal arrivera à trouver une nouvelle manière de se déplacer. En même temps, j'essaye de m'en approcher, on essaie de répliquer ces capacités-là, mais plus on découvre de nouvelles capacités, j'ai l'impression que l'horizon, plutôt que se rapprocher, il s'éloigne par rapport à répliquer tout ceci dans des robots. Autrement, ce qui me fascine aussi, c'est de quand même, j'ai l'impression qu'on contribue avec mon labo à une meilleure compréhension de ce que c'est que de se mouvoir et donc d'être vivant. Donc là, c'est ce qui me passionne, c'est d'utiliser le robot comme outil scientifique, tester certaines hypothèses et puis de petit à petit réussir à répliquer certaines habilités, de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est un peu notre petite contribution en fait. Vous dites que le mouvement vous semble être un des critères fondamentaux du vivant. Est-ce que quand vous voyez se mouvoir un des robots que vous avez créés, la confusion peut advenir entre ce robot et le vivant qu'il tente d'imiter? C'est vrai que c'est assez fascinant à quel point le mouvement compte, beaucoup plus que l'apparence par exemple, parce que si on prend notre robot qui est à l'arrêt, c'est une sorte de série de petits cubes attachés, ça a l'air de rien, je dirais pas qu'on lui donnerait un aspect vivant. Mais dès le moment qu'il bouge, le mouvement vraiment crée une sorte de relation qui en effet donne l'impression que ça s'approche d'un vrai animal. Surtout si on rajoute un peu d'aléatoire ou comme ça, très rapidement on donne une sorte de caractéristique à notre robot. Soit il est curieux, ou il a peur, ou il est étonné. Donc c'est assez rigolo comme le mouvement permet aussi de transmettre quasiment des émotions ou des états cognitifs un peu. Oui, donc s'il a un mouvement aléatoire, ça veut dire que c'est un mouvement qui lui appartient. On pourrait croire qu'il en est lui-même le moteur, disons. Ouais, voilà, ça veut dire qu'il prend une certaine décision, qu'il hésite un petit peu, ou qu'il part à gauche, à droite. Donc dans le monde animal, il y a un côté répétitif qui est là quand même, parce que n'importe quelle locomotion, c'est un rythme qui se répète, donc le côté rythmique est très important. Mais il faut pas que ce soit un rythme parfait, il faut que c'est un rythme qui ait une sorte de variation qui fait que l'animal accélère, décélère, tourne à gauche, tourne à droite, qui fait partie de son comportement normal. Vous dites que vos salamandres robots n'ont que ce mouvement qui les rapproche du vivant, mais j'ai remarqué que vous leur mettez quand même des semblants d'yeux. On commence à utiliser les yeux parce qu'on met des caméras dedans, donc c'est rigolo que les caméras sont un peu les yeux du robot. Mais c'est vrai que si on fait un robot sans yeux,
L'aspect du regard manque en fait. D'ailleurs, certains robots humanoïdes, c'est assez intriguant. Si les yeux sont bien faits et arrivent à suivre une personne ou rapidement faire une saccade vers quelque chose, du coup tout de suite ça donne un aspect très vivant à un robot humanoïde. C'est l'aspect le plus important d'ailleurs, les yeux, beaucoup plus que tout le reste. Nous, c'est un peu par hasard ou c'est parce qu'on a besoin de caméras qui voient un peu l'environnement qu'on rajoute des yeux. Mais c'est vrai que sans les yeux, ça devient même un peu inquiétant en fait. Ce podcast, Hauke Isbert, il est réalisé dans le cadre du théma consacré à la notion de trace. Et là, en l'occurrence, on interrogerait les traces du vivant. Comment est-ce que cette notion résonne avec votre travail, cette notion de trace ? Voilà, une petite anecdote. La première chose qui vient à l'esprit, c'est un projet très concret où on s'est intéressé aux traces d'un animal qui n'existe plus, le robates. Donc, c'est un projet assez rigolo une sorte de paléontologie robotique où avec des collègues paléontologues, on a recréé un robot basé sur le fossile d'un animal qui n'existe plus, le robates. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cet animal, on avait trouvé non seulement son fossile, sa morphologie, mais exactement aussi des traces de pas. Et donc la première chose qui me vient à l'esprit quand vous avez dit traces, c'est ce projet-là, parce que c'est qu'on a créé un robot qui a marché dans les traces de cet animal qui n'existe plus, pour essayer de deviner de manière quantitative quelle était sa locomotion la plus plausible. Puis c'est vrai que les traces de pas, les traces, pour étudier la locomotion, les traces ont toujours été beaucoup étudiées. Les footfall patterns, comme on dit en anglais, c'est une des manières de caractériser des différentes allures, le trot, le galop. On regarde les traces, on regarde simplement quels sont les points de contact de l'animal avec le sol. Donc c'est autre chose qui vient à l'esprit. Sur les traces. Un remplacement du vivant par la robotique fait partie des grandes angoisses assez caricaturales, mais tout de même qui existent. Vous venez nous dire qu'en fait, c'est tout à fait inenvisageable. Moi, je m'inquiète vraiment. C'est vrai que c'est un peu une vision hollywoodienne du robot, qui est d'ailleurs assez typique Hollywood, mais très différente. D'autres parties du monde ont des vues très différentes sur le robot. Si on va au Japon, ils ont une vue beaucoup plus positive du robot que la vision Hollywood. Donc, pour être franc, moi, je m'inquiète absolument pas de guerre des robots et de robots qui prendraient le contrôle de l'humanité. Ça m'inquiète vraiment pas. Par contre, je pense qu'il y aura des belles collaboration, ce qu'on appelle les cobots, une collaboration entre un être humain qui a sa créativité, son intelligence, et un robot pour faire certaines tâches où le robot fera ce qui est répétitif et doit être très précis, et l'humain va lui montrer ce qu'il faut faire, va interagir avec. Donc je pense que dans le futur, on verra de plus en plus de collaboration entre robots et humains, qui sera positive pour les deux. Parlant de traces et de vivant, votre travail laisse aussi des traces sur le monde du vivant. Comment est-ce que vous vivez avec cela ? C'est vrai que l'aspect environnemental des robots est très important. D'un côté, c'est vrai que pour construire un robot, on a besoin de pas mal de matières premières. Il y a des métaux rares, il y a des composants d'ordinateur dedans, il y a beaucoup de matériaux. Donc c'est vrai qu'il faut pas gaspiller ceci. En même temps, les robots pourraient potentiellement aider à réduire l'impact en CO2, par exemple, du monde entier. Si on peut faire plus de production locale avec des robots, d'avoir des chaînes de production en Europe, plutôt que de faire tout produire en Chine et puis de ramener tout ici. Moi, je vois plutôt ça positivement. Je pense que le robot peut limiter les transports, histoire c'est un peu idiot quand on y pense. Les matières premières qu'on envoie en Chine, qui après reviennent ici en tant que produits, ça, si on peut faire tout ça localement et juste une production sur mesure, on aurait tout à y gagner. Donc là, les robots pourraient vraiment aider à être plus productifs et mieux utiliser l'environnement. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire trop et il faut réfléchir à l'impact que ça a. Sur les traces. Quelles traces est-ce que ce travail, Hauke Isbert, aimeriez-vous qu'il laisse sur le vivant ? J'aimerais contribuer à une meilleure compréhension de qui nous sommes et où nous allons, comment nous faisons cette locomotion qui est incroyable,
Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'approche robotique est très très utile pour comprendre la locomotion animale, parce que la robotique, par définition, c'est intégrer beaucoup de choses, c'est intégrer des capteurs, des actuateurs, des moteurs, faire des bouts de contrôle. Donc en prenant une approche robotique, on a une bonne manière d'étudier la locomotion dans son ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'interagir entre des muscles, un environnement, avec des capteurs, des senseurs qu'on a dans la peau, dans le corps et les boucles de contrôle. Donc grâce à nos modèles mathématiques et nos implémentations robotiques, on commence vraiment à avoir une meilleure compréhension du monde animal. La moelle épinière, par exemple, qui est vraiment pas très bien comprise encore et qui est essentielle pour la locomotion. Donc c'est une sorte de contribution à la recherche fondamentale. D'un autre point de vue, on a aussi des aspects plus appliqués. Donc nos robots amphibies, par exemple, on pourrait utiliser pour les secouristes, pour avoir des robots qui puissent se faufiler, nager, marcher. Donc là, il y a des aspects très concrets d'aider à la qualité de vie de personnes qui sont dans des conditions difficiles. Et finalement aussi l'aspect plutôt l'assistance à la locomotion, j'en ai pas tellement parlé, mais on travaille dans mon équipe aussi à faire des meubles assistifs, faire un environnement assistif pour qu'une personne qui soit dans une chaise roulante ait des meubles qui puissent l'aider. Donc des meubles qui se déplacent, qui s'en approchent, par exemple qui amènent un verre d'eau comme ça, ou qui s'éloignent pour que la personne puisse mieux traverser son appartement. Donc là, il y a tout un aspect qui est un peu sous-exploré, où la robotique pourrait vraiment aider à faire tout un environnement assistif pour aider des personnes qui ont un certain handicap. Si on était tout à coup entouré de meubles qui se déplacent, qui viennent vers nous, qui nous servent des verres d'eau, est-ce que vous ne pensez pas que notre définition du vivant serait bousculée ? C'est vrai que ça donne du mouvement à des choses qui sont normalement inanimées, et du coup la frontière sera un peu plus moins claire. Je serais pas surpris que du coup on donnerait même des petits noms à ce petit tabouret qui est rigolo, on lui donnerait un petit nom. Et c'est vrai que du coup on pourrait même avoir une sorte de lien affectif avec notre mobilier, potentiellement, je réfléchis à haute voix. Mais c'est vrai que du coup la limite sera un peu moins claire, oui. Sur les traces. Auke Ispert, finalement, qu'est-ce qu'il manquerait à votre définition du vivant ? Vous êtes scientifique. À qui est-ce que vous iriez faire appel pour compléter votre définition du vivant ? La première chose qui vient aussi à l'esprit, c'est la croissance. Nous, quand on construit un robot, on construit quasiment un robot adulte qui a une certaine forme et qui a une certaine morphologie, qui ne grandit pas. Moi, ce qui me fascine dans le monde du vivant, c'est comment on part d'une cellule fécondée et qui se multiplie, et petit à petit, même certains animaux qui passent par différents stages, ils ont des morphologies différentes entre une larve et l'état adulte. Et si on pouvait amener ça à la robotique, ou même juste l'aspect de pouvoir se réparer, se cicatriser. Un robot qui est abîmé, il ne fonctionne plus. Un être vivant, il va se cicatriser, des fois même une patte coupée d'une salamandre peut repousser. Donc il y a un aspect de croissance, de régénération, de cicatrisation qui me fascine. Donc justement collaborer avec des gens qui se connaissent en phénomènes développementaux, où il y aurait vraiment des belles choses à faire entre la robotique et le monde du vivant. Merci Auke Ispert. Merci à vous. Sur les